Bonne balle de Platini pour Battistan. À côté. Aïe, c'est pas vrai. Aucune chance. Mais aucune chance, les gars. On est en train de s'annuler toutes nos chances. Le football, il a changé. Je viens pas dans ma zone, présente ta zone. Ici, c'est ma zone. Trappe aussi, Ribou, sérieusement. Trappe. C'est nous, les gays. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. C'est juste beau. C'est juste votre vie. Mais c'est sur Sud Radio, grand couillon, évidemment. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix du foot avec évidemment, ils sont en pleine forme pour cette spéciale équipe de France, on peut le dire, Guy Carlier. Salut Guy. Bonjour à tous. Le cœur est monté à combien pendant les tirs au but dimanche soir? J'avais confiance dans notre ami Mike Maignan. Ah ouais, donc le cœur est resté... Plus qu'avec Hugo Lloris. Ah oui, ça sur les pénaltys, oui, ou les tirs au but, évidemment. Emmanuel Galasso, salut Emmanuel. Salut Philippe. Le cœur est monté à combien dimanche pendant les tirs au but? Alors moi, c'est même pas grâce à Mike Maignan, c'est juste que je suis pas super emballé par cette compétition. Je voulais qu'on gagne, mais j'aurais pas été au plus bas si on s'était fait éliminer par la Croatie. Donc voilà, le cœur est resté plutôt calme pendant cette séance de tirs au but. Maxime Sénat. Bonsoir Maxime. Pareil, pas d'émotion particulière dimanche soir vers 23h et quelques. J'avais ma montre connectée qui m'a alerté sur le fait que j'étais à plus de 120. Ah bon? Bon, et sinon, Bordeaux, t'en es où? Non, là. L'équipe de France ce soir, on va en parler. Et un autre Bordelais, Quentin Fredon. Salut Quentin. Oui, là, le cœur a monté dimanche. Pas trop, pareil, j'avais confiance en Mike quand même. Mike Maignan. Mike, c'est Mike. Ouais, qui était à plus de 50% de pénalty arrêté avant la séance, donc confiance. Mais les Girondins de Bordeaux, ça va pas fort en ce moment, je crois. Hein. Là, ils sont à 5 sur 5. Mike Maignan est très performant sur pénalty. 5 défaites consécutives. 5 défaites consécutives, 5e place de National 2 à 6 points de la montée. Ce qui est bien, c'est que le slogan, c'est parle en vrai. On leur parle des Girondins de Bordeaux, ils répondent sur Mike Maignan. C'est quand même extraordinaire. Allez, on va au menu de cette émission. Une spéciale équipe de France. On va faire le bilan de France-Croatie, les perspectives du Final Four, les qualifications pour la Coupe du Monde, les joueurs qui ont brillé ou pas pendant cette double confrontation avec les Croates. Et on conclura avec notre ami Alexandre Corboz du But Football Club sur ce qui se passe et les menaces de dissolution de clubs de supporters qui attirent d'ailleurs un grand élan de solidarité et évidemment le blanchiment de Michel Platini, la légende du foot français et mondial. Allez, c'est parti pour les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et on commence comme toujours avec ton billet, mon cher Guy. Et dimanche soir, comme tant d'autres, j'ai poussé, comme vous probablement, un cri de joie sur mon canapé lorsqu'Olisa a placé son délicieux coup franc au-dessus du mur croate. Puis, dans une envolée lyrique, comme vous connaissez, où se mêle un enthousiasme aux accents banlieusards et une rhétorique littéraire qui n'est pas sans rappeler Monterland, j'ai lancé à mon fils qui se trouvait à mes côtés. Putain, t'as vu, la balle a survolé le mur, elle a semblé s'échapper au-dessus du cadre, puis a terminé sa sublime parabole au fond du but avec une courbe si pure qu'on avait l'impression qu'Olysée était assis dans son salon et qu'il pilotait un drone de 2 doigts. Et c'est là que, regardant mon fils, j'ai constaté qu'il ne m'écoutait pas et continuait à jouer sur son smartphone à un jeu complètement idiot qui consiste à obtenir des pastèques de plus en plus grosses. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Alors, surpris, il s'est mis à bafouiller. Oh, j'ai pas bien vu le coup franc. Faut dire que je regarde pas tout le temps parce que franchement, les matchs de l'équipe de France sont chiants. C'est comme si quelque chose se cassait entre mon fils et moi, comme la fin d'une histoire d'amour. À cet instant, j'ai détesté Didier Deschamps. Le foot a toujours été une histoire entre père et fils. On se racontait les Coupes du Monde de nos enfances, comme nos pères nous ont raconté le Chili, l'Angleterre. On les emmenait le samedi d'hiver sur les demi-terrains de débutants. On a été voir les matchs ensemble, on a crié à chaque but, on s'est construit des souvenirs. Combien de pères ont raconté la nuit de Séville 82 à leurs enfants? C'est presque l'élément fondateur de leur histoire à tous les deux, de leurs secrets. Ils leur ont raconté les 4 pépites offensives, Platini, Giresse, Tigana, Gengini, alignés ensemble par Michel Hidalgo. Et depuis ce match, combien de pères et de fils se sont serrés dans les bras en hurlant à chaque but de l'équipe de France. Mais ça, c'était avant. Dimanche, j'ai pris conscience que je criais seul au but des Bleus. J'en veux à Didier Deschamps parce que si on en croit les audiences télévisées, mon fils n'est pas le seul à préférer jouer à des jeux à la con sur son smartphone plutôt que de vibrer à Olysée. Et surtout, j'en veux à Deschamps d'oser dire « Bon, mais si l'équipe de France vous ennuie, regardez autre chose. » Et il commence Bombay comme toutes les Miss, tu sais.
Et ben voilà, les gens l'ont pris au mot et désormais ils regardent autre chose, ils ne regardent plus le foot et c'est voilà. Écoute Didier Deschamps, ce qui faisait vibrer avant les pères et les fils. Allez, second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard et ça permet aux Bleus sur cette frappe somptueuse de recoller de partout. Quel match, quel match et quelle belle histoire entre les pères et les fils. Malheureusement, voilà pourquoi j'en veux à Didier Deschamps, c'est d'avoir mis fin à ça. Quand on voit Split, voilà, c'est la rupture. Alors, merci beaucoup pour cet excellent édito. Comme d'habitude, mais je voudrais poser une question. Est-ce que cette équipe, elle n'a pas un côté Dr Jekyll et Mr Hyde contre l'Italie en Ligue des Nations, nullissime au Parc des Princes, alors que pourtant elle avait marqué au bout de 20 secondes ou 30 secondes ou 40 secondes, je sais plus, est capable d'aller gagner nettement à San Siro, nullissime à Split et excellente dimanche soir. Est-ce que c'est pas le principal problème, Emmanuel ? Je pense qu'il y a deux raisons à ça. C'est un problème, t'as raison. La première raison, c'est on en revient à la surcharge des calendriers et on sait quand il y a un retour en sélection, quand ils se retrouvent, en fait ils ont peu de temps pour se reconnecter, pour se remettre. Il y a une rupture physique sur 2-3 jours, le temps de se remettre. Le match de reprise est toujours très mauvais pour l'équipe de France et depuis quelques années. Donc ça, c'est des raisons hors choix tactique, technique et autres. C'est des raisons physiques, c'est des raisons de groupe, des raisons de voilà. C'est ces raisons-là. Et l'autre raison, j'aurai l'occasion de le développer après, mais c'est que Didier Deschamps ne change sa stratégie que quand il est dos au mur. Et en fait, il se met à jouer offensif quand il n'a plus le choix. Donc là, en fait, ça va au-delà même des choix d'hommes, des choix de mise en place et autres. C'est que Didier Deschamps fait les bons choix quand il n'a plus le choix. Guy, voilà, il a. J'allais gagner par 2 buts d'écart minimum. Ta question est mal posée parce que c'est pas la même équipe. Enfin, c'est la même équipe. C'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France, mais c'est pas du tout la même mise en jeu, la même stratégie. Ça, on est d'accord. Et il est acculé, effectivement. Il y a eu Split, et donc du coup, il a arrêté d'être un comptable et il a mis. On parlait des 4 pépites de Séville. Oui. Et ben là, il a mis les 4 pépites. Olysée, Barcola, Dembélé. Et Mbappé. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que là, il y a des gens qui analysent en disant, mais peut-être qu'il aurait mis Guendouzi pour le cramer. Voilà, non, c'est pas ça. Non. C'est qu'en fait, vraiment, dans l'esprit de Deschamps, la meilleure équipe, c'est celle du match aller. Mais ma deuxième question qui venait après, c'est est-ce que le principal enseignement du match, c'est que l'équipe de France est capable de jouer offensif avec des joueurs offensifs? Moi, j'avoue que quand j'ai vu la compo de l'équipe, ma première réaction, ça a été, on va pas s'ennuyer. Oui, mais il est frileux, il a toujours, c'est un comptable. On a une équipe, on a une génération en plus, là ce sont des jeunes, on a des mecs pour faire le jeu. Pas pour lancer des Colomboigny en contre-attaque, en rupture. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, mais jamais Didier Deschamps donnera comme consigne d'imposer le jeu alors qu'il a les joueurs pour le faire. Je pense que les joueurs du PSG, il y en a quelques-uns, notamment je pense à Barcola et Doué, quand tu passes des entraînements avec Enrique, de ce que te demande Enrique de développer dans le jeu, dans les connexions et autres, aux entraînements en équipe de France avec Didier Deschamps et les consignes qu'il te donne, je pense qu'il vaut mieux se mouiller la nuque parce que le choc entre les deux. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Après, c'est sûr que en 3 jours de rassemblement, t'as pas la place de mettre en place une équipe, un plan de jeu ou quoi que ce soit. T'es obligé de faire confiance aux hommes en présence. Donc forcément, pour moi, le problème de ce rassemblement-là de mars et d'avoir un match aussi important sur ce rassemblement-là, c'est que t'as 1 semaine pour te qualifier pour le Final Four, en fait. C'est ça. T'as que 3... Et avoir des qualifs de Coupe du Monde plus faciles. Bien sûr, et les joueurs arrivent le lundi après-midi à Clairefontaine. Le lundi, c'est une journée de perdu. T'as un premier entraînement le mardi, et ensuite t'as le voyage jusqu'à Split. À aucun moment tu peux mettre en place quelque chose avec ce groupe-là. À aucun moment tu peux mettre en place quelque chose. Tu peux simplement dire au milieu de terrain déjà qui est très formaté, très Tchouaméni, si tu vois ce que je veux dire. Tu peux lui dire à ce dernier de ne pas devenir le 3e arrière central, au moins d'essayer d'avancer, d'ouvrir du jeu, de casser les lignes. Mais c'est ce que disait Emmanuel, on n'est pas du tout dans ce truc-là, sauf au match retour parce qu'il est dos au mur. Mais tu sais, c'est de la philosophie footballistique en fait, c'est que là, dans ce schéma qu'on a eu sur le match retour avec 2 milieux de terrain, c'est pas du déséquilibre.
accepter de faire basculer ton équipe vers l'avant, de presser les autres hauts, de les mettre en danger en permanence, de mettre cet impact psychologique sur l'adversaire, c'est pas s'affaiblir. Et ça, je pense que Didier Deschamps, on en revient à la même chose, le scénario a fait qu'il s'est mis dans ça, mais lui, en faisant ça, il s'est dit putain, je me tire une balle dans le pied, je m'enlève un milieu de terrain. Alors qu'en fait, non, tes meilleurs joueurs, aujourd'hui, si tu prends... Ça dépend. Si tu prends Guendouzi plutôt que Doué, oui. Non, mais c'est ça, là, t'as aussi un problème d'âme. Si tu prends aujourd'hui les points forts de cette équipe et de la sélection, ils sont offensifs. Donc si tu suis cette logique de je mets mes meilleurs joueurs dans les meilleures conditions, tu joues avec 2 milieux de terrain et 4 joueurs offensifs. C'est là que tu comprends pas la non-sélection de Cherki aussi, quand tu vois le match. Ou d'Akliouche, des espoirs. Et aussi des espoirs. Akliouche, il est encore un peu jeune, ça peut se comprendre. Mais il a un an de plus que Cherki. Il a 23 ans. Il a un an de plus que Cherki, Akliouche. Non, mais tu mettes Cherki en remplacement d'Olysée, les deux en rotation en 10, et Akliouche à la place de Dembélé, enfin en deuxième, en remplaçant de Dembélé qui rentre, moi ça me paraît être judicieux. Mais Cherki est là depuis plus longtemps qu'Akliouche, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une chose, un point que vous avez relevé dans le match de dimanche qui vous a vraiment enchanté et un point qui vous a déçu? Guy? Moi, ce qui m'a enchanté, c'est la prise de pouvoir de Lisée qui avait fait quelques apparitions. Mais c'est pareil, si tu donnes pas une entière confiance aux joueurs, si tu lui donnes pas les clés du camion, il va être timoré. Il est jeune, il arrive dans un groupe. C'est ce qui s'est passé pour les premières mini-sélections, les extraits de sélection de Lisée. Là, il les avait. En plus, il jouait pas vraiment à son poste du Bayern. Et je pense que pour moi, c'est la révélation et c'est l'avenir. Et un point faible que tu regrettes? Un point faible, quelque chose qui t'a déçu dans le match de dimanche. Tu peux dire, il n'y a rien qui m'a déçu. Koundé m'a déçu. Je suis étonné. Alors là, il y a un problème. Là, je regarde les matchs du Barça. La différence de niveau de Koundé. 2 salles, 2 ambiances. Ah ouais, c'est incroyable. Emmanuel. Dans le positif, justement, par rapport à ce que disait Maxime, j'ai aimé la capacité quasi immédiate aux joueurs à trouver des connexions en peu de temps d'entraînement. Offensivement, je parle là parce que c'est le plus dur, c'est de trouver des connexions dans les 30 derniers mètres adverses. C'est là où tu as le moins d'espace et c'est là où il faut le plus de vivacité. J'ai aimé cette adaptabilité des joueurs offensifs. Ce que j'ai moins aimé, j'allais dire, c'est que peut-être qu'ils auraient pu, compte tenu de la faiblesse croate, peut-être passer la seconde encore plus vite et se faire encore plus mal et aller chercher la qualif avant les prolongations. Si on est tatillon, mais... Maxime. Moi, j'ai aimé ce côté un peu revanchard du match retour, évidemment, mais je vais aller dans le sens d'Emmanuel en disant que il m'a manqué quelque chose sur cette première période au Stade de France où j'avais l'impression qu'ils voulaient juste pousser le ballon sur la ligne, quoi. Tentons des frappes, tentons quelque chose. C'est pas assez saignant, je trouve. C'est pas assez offensif, justement. Il y avait un côté PSG Manchester. Il y avait une première mi-temps qui ressemblait à celle-là. PSG City. Et tu te disais, Manchester City, et tu te disais, on va prendre un but en contre. Tu étais obligé d'y penser. Quand t'as un point fort, un point faible? Le point fort, ça suit un peu ce que disent tous mes amis autour, mais c'est la liberté de l'attaque française. C'est qu'on a vu Doué perdre pas mal de ballons, Mbappé raté pas mal, mais il continue à y aller et je sais pas, je les ai sentis tous en confiance malgré le retard de 2-0 à rattraper et c'est le point positif de ce match, je trouve. Point faible aussi, le rôle d'Mbappé dans cette attaque, j'ai du mal à pas marqué sur les deux matchs. Et je pense que ils auraient pu ne pas aller en prolongation comme disait Manu, et même en prolongation, je trouvais ça un peu vide le jeu. J'ai l'impression qu'ils se préservaient pour aller au tir au but. Alors je vais vous faire mon point fort, mon point faible. Mon point fort, c'est l'envie, parce que j'ai trouvé que cette équipe avait énormément d'envie, alors qui n'avait pas envie. Mais le point faible, je vais vous le dire, c'est les corners, parce que je pense que quand on a autant de corners, ne pas avoir marqué ou créé plus de danger sur un seul corner, je trouve que c'est quand même un peu décevant et que ça devrait être travaillé. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais t'as pas le temps de le travailler. Point fort, ça me fait penser à un point fort à propos de corner, c'est la bonne rentrée et la preuve qu'Upa Mécano est indispensable à cette équipe. Il a peut-être fait son meilleur match. Et qui a mis d'ailleurs le tir au but décisif. Allez, on se retrouve tout de suite pour parler du Final Four qui se jouera en Allemagne. Est-ce que la France est favorite? On se retrouve dans quelques instants. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. On parle de l'équipe de France et on accueille un auditeur, supporter de l'équipe de France. Salut Laurent. Salut tout le monde. Salut Laurent. Bienvenue dans les vraies voix du foot, mais tout de suite c'est l'édito d'Emmanuel. Sud Radio, les vraies voix du foot. Emmanuel, est-ce que Didier Deschamps a trouvé son équipe type pour le futur? Alors l'équipe type, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a enfin vu une équipe de France qui joue, qui prend des risques et qui est portée vers l'offensive. Et je me suis même dit, en deuxième période, tiens, Didier Deschamps a envie de nous faire plaisir. Olysée en 10, Dembélé, Barcola, puis un peu plus tard Doué sur les côtés qui percutent, qui ont football soyeux, qui vont vers l'avant.
Kylian Mbappé dans ce rôle de numéro 9 qu'on trouve un peu décevant ces derniers temps. Je pense qu'il a peut-être fait son meilleur match en équipe de France sur les 2 dernières années, dans la consistance, dans l'apport qu'il a pu apporter, évidemment porté par l'animation offensive autour de lui. Et une fois que l'émotion est retombée de cette qualification, je me suis quand même posé la question, mais pourquoi Didier Deschamps n'a pas mis cette équipe dès le match aller ? Et je pense que la réponse, malheureusement, elle est assez simple, c'est que pour Didier Deschamps, une équipe de foot, c'est 7 joueurs défensifs, t'as une ligne de 4 défenseurs, t'as 3 milieux, les 2 ailiers, tu leur demandes en priorité de défendre et de faire des prises à 2 avec les latéraux, et tout repose sur Kylian Mbappé, ton homme providentiel, ton attaquant, qui te fait gagner. Et pour que Didier Deschamps sorte de cette matrice, de cette logique, de cette croyance-là, il faut qu'il soit dos au mur. Là, il l'était, de fait, après la défaite 2-0 lors du match aller. Et j'aimerais croire que, comme nous, Didier Deschamps a une révélation en regardant ce match, en voyant son équipe à quelques mètres sur son banc de touche des joueurs. Mais j'ai très peur que dès les demi-finales face à l'Espagne dans cette Ligue des Nations, plus tard en Coupe du Monde 2026, Deschamps revienne à ses certitudes, un football un peu basique, un peu restrictif, un peu barbant, un football qui ne nous fait plus gagner de trophées depuis un certain temps. Et c'est décevant qu'on voit tous la même équipe, la meilleure équipe, que 67 millions de Français mettent la même équipe et que pour des raisons idéologiques, Deschamps, dans un futur, je pense, très proche, reviennent à ses certitudes. Guy, comme tu parlais de Séville, là, c'était un peu le Barban de Séville, c'est ça? Non, pas du tout, c'était passionnant. Non, il a raison. Non, je parlais pas du tout des il parlait des 67 millions de sélectionneurs. Oui. Il y a 68 millions, moins 1, c'est Didier Deschamps. T'avoueras qu'on n'a pas de peau, hein. Non, mais sérieusement, le problème, tu te demandais quelles étaient les chances si la France était favorite des compétitions à venir, et notamment du Final Four. Je dirais que sur la qualité de l'équipe, oui, ce que vient de dire Emmanuel, le problème, c'est que Deschamps va retourner à sa nature première, profonde, et que donc, non, on n'est pas favori pour cette raison-là. Parce que, souvenez-vous de France-Argentine. Oui. Souvenez-vous comme on a été ridicule. Parce que pendant une heure, c'était split. Pendant 79 minutes. Le truc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Mbappé, le retournement, et le côté suspense Hitchcockien de cette finale, qui a excité tout le monde. C'était sympa. C'est vrai. Mais pour le reste, on a été ridicule. Pas au niveau du tout d'une finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on était comme contre l'Italie, comme contre la Croatie à Split, etc. Et ça, c'est la signature Deschamps. Laurent, toi qui es supporter de l'équipe de France, est-ce que tu penses que ce match contre l'Espagne, ça se jouera à Stuttgart? C'est la revanche de la demi-finale, encore une demi-finale à l'Euro l'an passé. Ouais, c'est déjà pas la même compétition. Je serais tenté de dire une demi-finale de l'Euro et de National League, c'est déjà pas le même contexte, parce que quand on regarde un peu quand même le parcours de l'Espagne, ils se sont quand même fait assez peur contre les Hollandais. Faut quand même le souligner. Donc je veux pas dire qu'il la joue. Allez, avec le frein à main, je sais pas, il a peut-être essayé de faire tourner. Je pense qu'il y a une gestion d'effectifs qui est différente lorsqu'on joue la National League que quand on joue une demi-finale de l'Euro. Et dans les têtes, on joue pas le match de la même manière. Et je pense que ce qu'a fait Deschamps au match aller en Croatie, pour rejoindre un peu l'ensemble de ce qui a été dit, il y a été pour essayer de pas trop prendre de risques, de pas prendre de buts, et puis d'assurer la qualification au retour. Malheureusement, il s'est planté, parce qu'il s'est surtout planté dans la composition de son milieu de terrain. Oui. Et derrière, cette équipe de France, elle n'a été que meilleure quand elle est dos au mur. Guy parlait de la finale France-Argentine de 2022. Ouais. Voilà, on est mené 3-0, la France n'a été que meilleure quand elle était dos au mur. Voilà, on s'est fait ridiculiser par mais juste Laurent, pour te répondre, c'est pas la France qui a été meilleure, c'est Mbappé qui a réagi. C'est Mbappé qui a été la réponse à la problématique posée par les Argentins. Et pendant les fameuses 80 minutes, Didier Deschamps, alors après, on n'a toujours pas la raison, parce que je pense qu'il y a une raison qui explique que les joueurs étaient autant à la ramasse physiquement, psychologiquement pas là, il y a sans doute une raison, mais le rôle du coach à ce moment-là, je veux pas m'acharner sur Didier Deschamps, mais le rôle du coach à ce moment-là, c'est de changer les hommes, de trouver des solutions tactiques. Il a changé très vite en 2022. Ah oui, il a sorti Giroud et Griezmann. Il fait rentrer Colo. Mais ce que je veux dire, c'est que toute la compétition, il a joué de cette manière minimaliste, c'est passé. Et nous, on se dit, mais comment il fait? C'est la chatte à Dédé, qu'on dit. Comment il arrive à faire ça? Donc là, t'es dans un truc irrationnel. Et t'arrives en finale face à une équipe d'Argentine qui est portée au moins autant par la grâce que nous jusqu'à présent.
Et là, tu te dis, ben ouais, ça marche plus en fait, quoi. Ça marche plus, mais mine de rien, t'as Kylian qui arrive et qui prolonge la fameuse chatte à Dédé. Et la différence se fait avec le gardien qui est un enfoiré, mais qui est quand même un super bon gardien. Oui, que le PSG va pas tarder à croiser d'ailleurs. Oui, quel gardien d'Aston Villa. C'est dans 15 jours, donc ça va aller très vite. Absolument. Ouais. Mais tu dis, en parlant de France-Argentine 2022, je me rappelle le France-Argentine 2018. Et j'aimais bien écouter les analyses de Mario Kempes à la télé argentine, c'est sur ESPN. Et il avait dit, je vous le fais en français, cette équipe de France, tant qu'elle a pas... Merci de le faire en français. Muchas gracias. T'as un accent français magnifique. Cette équipe de... una cerveza et un bocadillo de jamón. Cette équipe de France, elle ne réagit que quand elle prend une paire de tartes dans la figure. C'est ce qu'il avait dit après le match. Est-ce que quelque part, Laurent, on n'a pas une équipe qui a besoin d'être dominée, d'être menée, ou d'avoir besoin de renverser la vapeur pour être capable de surpasser? Moi, je crois que c'est justement complètement ça. Cette équipe, elle a un statut européen, même un statut mondial. On a les 2 étoiles sur le maillot, et c'est vrai que ça marque mal, comme ils disent dans le sud, d'être ridicule comme ça. Donc je dirais qu'on est un peu une équipe à réaction. C'est-à-dire, je veux pas dire que Deschamps pensait, mais je suis certain que dans sa tête, il jouait le petit match nul tranquille là-bas en Croatie. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme il l'a voulu. Et ça aurait pu être pire si Maignan arrête pas un penalty, parce que là, à 3-0... Tout à fait. Et donc au retour, mais cette équipe, elle n'est que meilleure lorsqu'elle doit renverser un peu des situations. Et je pense que tout le monde met le bleu de chauffe. Mbappé au match aller, il est quasiment transparent. Dembélé, pour moi, il a pas fait assez au match aller. Et au match retour, comme par enchantement, on leur a mis une pression phénoménale. D'ailleurs, les Croates, ils ont reculé. Ils n'ont eu de cesse que quand on voit le double rideau défensif qu'ils avaient mis en place, ils étaient acculés sur leur but, ils avaient garé le bus. Donc derrière cette équipe de France, elle n'est que meilleure quand elle doit réagir. Maintenant, moi, par rapport à l'Espagne, là, c'est la prochaine étape. Si Didier Deschamps n'aligne pas avec les intentions de chacun, avec la volonté collective de faire mal à l'adversaire, parce que dimanche soir, il y a quand même eu une volonté collective de faire mal à l'adversaire par les attaques répétées. Si on fait pas ça contre l'Espagne, on est mort. On est mort, on est bien d'accord. Guy, parce qu'il y a quand même de sacrés tripoteurs de ballons côté espagnol. C'est sûr. Il y a Olmo, etc. Pour en revenir à l'équipe de France, on a l'impression que tout à coup, on leur a lâché la bride sur le coup, tu vois. C'est-à-dire que ils sont passés du trot au galop. Je me demande même s'ils n'ont pas eux-mêmes pris le pouvoir en se disant, mais de toute façon, on a les qualités techniques pour faire le truc, et sans que Deschamps ait vraiment insisté sur des options offensives, sur un jeu, sur une organisation offensive. Ça me fait penser à l'équipe de France en 2006, quand Zidane a pris les clés du camion. Contre l'Espagne. On fait un premier tour calamiteux. Et les mecs marquaient un but, et ils couraient vers le banc de touche, et t'as Domenech qui tendait les bras, parce qu'ils croyaient que les mecs allaient embrasser Bogossian, en fait. Ils passaient à côté de Domenech, ils lui mettaient un vent, et ils allaient embrasser. Il demandait à Domenech, il est où alors? Là, je sais pas pourquoi j'ai repensé à ça. Il y a eu une espèce de libération. Les mecs, de toute façon, avaient plus rien à perdre. Tu vois, ils avaient été tellement ridicules. Et ils ont pris les clés du camion. Voilà. Parce que je me rappelle la Suisse, le Togo, et on avait joué la Corée du Sud. C'était cataclysmique ce premier tour. C'est pas le cas actuellement, je pense pas, et ça sera pas le cas contre l'Espagne au mois de juin prochain. Et là, cette équipe d'Espagne, si on voit le verre à moitié plein, elle a quand même frôlé la correctionnelle face aux Pays-Bas, 2-2 puis 3-3 gagnant en tir au but comme nous face à la Croatie. Oui. Mais ce qui est sûr, en tout cas c'est ma certitude, elle vaut ce qu'elle vaut, si on fait le match aller avec la même philosophie que le match aller face à la Croatie, on se fait taper. Si on fait le match retour, pour moi ça peut être du 50-50. Ouais. Je pense qu'on a les armes pour embêter l'Espagne, mais il faut y aller franchement, et il faut pas retomber dans cette facilité tactique. Et t'as raison, pour moi l'Espagne aujourd'hui c'est peut-être la meilleure équipe du monde, mais on est peut-être la seule équipe qui peut les faire tomber. Maxime Cotin, on pourra pas faire le même match que le match retour face à la Croatie, puisque l'Espagne ne nous proposera pas aussi peu de jeux que la Croatie également. C'est clair qu'il ne faut pas mettre l'Airbus devant la surface de réparation. Quand tu es à 11 derrière, forcément tu as le ballon 70% du match. Ouais, mais je pense qu'on a les mêmes forces et les mêmes faiblesses avec l'Espagne. Sauf que eux, ils jouent sur leurs forces. Oui, c'est bien ce que je te dis, que le match pourra pas être similaire à celui de dimanche dernier. Je sais pas si j'ai 15 ans de retard et que je suis toujours en 2010 dans ma tête, mais pour moi une équipe qui veut jouer de l'avant, c'est une équipe qui a un milieu qui est fort quand même. Et quand on regarde les 6 milieux qui sont convoqués par Deschamps cette année, Camavinga, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre Emery.
Enfin, je vois pas de milieu qui est vraiment très créateur et qui peut vraiment jouer de l'avant. En fait, moi, je pense qu'il faut pas de milieu créateur. Il te faut deux gars. Moi, Tchouaméni Rabiot, moi, je te mets Tchouaméni Rabiot en milieu. Là, je suis Didier Deschamps. Effort d'imagination face à vous. Non, mais tu vois, je mets Tchouaméni Rabiot. Les deux qui sont là, qui sont quand même des fins techniciens solides et récupérateurs, et derrière c'est les quatre devant qui vont, c'est Olysée, ça peut être Cherki, Sylvain, mais c'est ça. Tu considères Olysée, il faut considérer Olysée comme un milieu, comme il parlait d'un milieu ou comme Pogba. Voilà. Oui. Allez, dans quelques instants, merci beaucoup Laurent de Lille et allez les Bleus, évidemment. Merci, dans quelques instants, on va parler justement des joueurs qui vous ont épaté, de ceux que vous voudriez voir et évidemment de la qualif pour la Coupe du Monde, parce qu'on a maintenant le groupe que la France va affronter pour aller en Amérique, c'est-à-dire au Canada, aux USA et au Mexique. On se retrouve tout de suite. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Et maintenant, on a Anthony, un autre supporter des Bleus qui nous a rejoint. Salut Anthony. Salut les vrais bois, salut tout le monde. Salut Anthony. Alors on va parler justement des satisfactions ou des déceptions de ces matchs et également des qualifications pour la Coupe du Monde puisqu'on connaît notre groupe. On va commencer. Est-ce que vous trouvez pas tiens Guy, que Olysée est doué, ou tu veux commencer Emmanuel? Olysée est doué, c'est un peu pas la nouvelle star, mais les nouvelles stars de l'équipe de France. C'est une fois de plus, on en revient à la même chose. S'ils sont mis dans les meilleures conditions, si ce dispositif est maintenu avec Olysée derrière Mbappé et Doué sur le côté gauche, même si Doué a la capacité de jouer ailleurs, je pense qu'ils peuvent prendre une place. Il y a une place à prendre et ça peut concurrencer Barcola qui en a besoin sur son côté gauche, qui est dans le creux le creux de la vague depuis. On a vu que Doué l'a avantageusement remplacé. Hein. Absolument. Ce qui est bien, c'est bien d'avoir de la concurrence et c'est sain d'avoir de la concurrence. C'est pour ça qu'on en revient à la même chose, des Akliouche et des Cherki qui viennent un peu concurrencer un Olysée ou un Dembélé, ça ne peut être que bénéfique pour un groupe sain. Donc je pense en effet que là ils ont montré en tout cas qu'ils répondaient présents dans un moment clé. Le coup franc d'Olysée, ça nous rappelle quand même des belles pages de l'histoire de France où tu as un joueur, je ne vais pas citer Zidane contre l'Angleterre, mais bien je viens de le faire, merde. Mais tu vois, tu sens que c'est des joueurs qui prennent. Coup franc de pied gauche, nous on pense plutôt à Gengini à l'époque, en Espagne. Oui. Philippe, toujours chacun ses références. Non, mais c'est toujours ce problème de génération. C'est des joueurs, quand tu leur laisses la place, ils la prennent et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que est-ce qu'ils en ont la capacité? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui, mais après au-delà de la capacité, t'as la personnalité, tout ce qui doit aller avec aussi. Guy. Oui, mais je sais plus quelle est la question. Doué et Olysée, c'est parce que vraiment... tu me l'as posé et puis après tu me l'as enlevé. T'as dû juger que j'en étais pas dit. Mais non, c'est lui qui m'a sauté dessus. Il y a des images, il y a des vidéos. Doué pour toi, c'est les nouvelles stars, c'est les deux grands gagnants. Oui, de ce match. D'autant qu'ils ont un avantage. Ils ont un avantage. On parlait de Barcola qui est plus ou moins en crise de confiance. Ça se sent, il tente plus les choses, on le voit bien. Il joue un peu en retrait et tout ça. Il cherche plutôt la passe que de passer. Mais justement, ces deux-là jouent. Ils peuvent jouer collés à la ligne de touche ou jouer en 9,5. C'est ça. Les deux. Les deux peuvent être à la Griezmann au cœur du jeu. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi, Guy. Donc c'est vraiment un avantage. Je trouve que c'est. Et Doué, peut-être que son avenir est là d'ailleurs. Et en plus, si tu veux, avec des finisseurs, enfin avec des mecs, des attaquants purs comme Mbappé et Dembélé, c'est magnifique, quoi. Je trouve que c'est vraiment un avantage. Le point faible, je pense qu'il a raison, c'est le milieu de terrain. Oui. On a formaté des mecs qui ont un physique. Je ne veux pas revenir là-dessus. Voilà. Je m'excuse de radoter, je viens de dire ce que je suis en train de dire il y a 10 minutes et je vous prie de m'en excuser. Mais le point faible, c'est pour dire... Non, mais c'est pas la peine de répéter les choses. Tu viens d'inventer le replay. C'est beau. Attends. Moi, le point faible, c'est le milieu de terrain. Non. La météo. Voilà. Mais je pense que il va falloir limiter, comme disait Emmanuel, à deux numéros de box-to-box, enfin en tout cas un récupérateur et un box-to-box, et puis un troisième milieu de terrain offensif, que ce soit, en principe a priori Doué, j'imagine, ou Olysée, derrière les trois attaquants. Maxime veut réagir, ensuite on va demander à Anthony. Moi je pense que Désiré Doué, on est aussi dithyrambique sur sa performance parce qu'il y a Barcola avant. Je m'explique. Barcola, ça fatigue les défenses. On l'a bien vu, le latéral droit du Croate prend un carton jaune sur Barcola en fin de première mi-temps. Avec le PSG, c'est pareil. Il fatigue les défenses, il fatigue les défenseurs et derrière, t'as la deuxième lame Doué qui arrive.
Donc je pense qu'on est différents. Et je pense que si les rôles sont inversés, on dira la même chose de Barcola, tu vois. Ouais, mais après, juste, tu as donné la parole à Anthony, je pense. Une dernière petite chose sur Maxime. Je pense que ça s'inscrit quand même dans une dynamique globale entre Barcola et Doué, où quand les deux font un match entier avec le PSG, tu vois, Doué, pour moi, est plus performant et plus régulier que Barcola sans bénéficier de la fatigue apportée par Barcola, tu vois. Doué joue 30 minutes par match. Oui. Bah avec le PSG, on le voit rarement titulaire. Anthony, qu'est-ce que tu en penses alors toi, notamment de Doué, de Olysée, etc. dans cette équipe de France? Alors j'ai envie de dire pour Didier Deschamps, abondance de biens ne nuit jamais. Ah c'est vrai. Bravo. J'ai envie de dire que c'est la première fois qu'on a un tel potentiel offensif. On a eu des saisons où on s'était enflammé, notamment je me rappelle d'un match face aux Pays-Bas où les Bleus s'étaient imposés, je crois 4-0. Oui, au Stade de France, 4 ou 5-0 avec une démonstration. Oui, mais alors les Pays-Bas c'était une hécatombe, ils avaient la moitié de l'équipe qui était des remplaçants. C'était les Pays-Bas. Ce jour-là, on s'était enflammé sur le potentiel duo Mbappé-Dembélé. Bon, cette saison, on a la chance d'avoir les deux au top niveau. On a Olysée qui brille au Bayern. Et derrière ça, on a Barcola, effectivement, qui est titulaire sur le côté gauche à Paris. On a Désiré Doué, on a Cherki qui arrive. Enfin, on a vraiment un potentiel offensif impressionnant. Donc, je pense que Didier Deschamps va pouvoir travailler tout ça pendant 1 an et demi. Et puis, tout va se mettre en place avant le mondial. Guy veut réagir peut-être pour un jeu de mots encore meilleur que les Pays-Bas. Non. Ça change un peu la stratégie. On a depuis Platini et la bande autour qui a gagné donc l'Euro. Voilà. Et ensuite Zidane. Il y a toujours eu, si tu veux, un héros, un super héros qui tirait l'équipe, et Mbappé en 2018. Et là, on se retrouve, comme il dit, avec une abondance de biens, c'est-à-dire un niveau moyen qui est beaucoup plus élevé. On n'a pas la superstar qui fera systématiquement la différence, parce que Mbappé le fait plus en ce moment. Peut-être ça va revenir. Oui, ça peut revenir. Je reviens sur ce que j'avais dit en début de saison, mais c'est vrai, quand on voit ces matchs à Madrid, et même quand on voit ce match-là contre la Croatie, il était dans le jeu, il a été très très utile, Mbappé. Il n'a pas fait il n'a pas été déterminant comme il faisait avant, il y a 2-3 saisons, mais il a vraiment tenu son poste. Donc il y a une abondance. Tu vois, on n'est plus du tout dans la star et les boys. On est dans des aristocrates, quoi, une aristocratie, mais on n'est plus l'empereur et la cour. Sur Mbappé, ce que j'aimais dans ce match, c'est que pour une fois on ne résume pas des statistiques, on dit pas il a été bon, mauvais, mais il a marqué, ce qui est le cas des 9. En général, ça se résume à une statistique, un but ou une passe D. Et là, il n'a pas marqué en 210 minutes. Il ne l'a pas fait, mais ce que j'ai aimé, c'est que du début à la fin, il a été constant, il a été dans le jeu, et je trouve dans l'attitude, toujours pareil, dans les déplacements intelligents, les déplacements qui servent les coéquipiers. On en revient à l'animation offensive. En fait, il a été partie prenante d'une animation offensive qui a parfaitement fonctionné. Dans le langage corporel aussi. Vois, et ça c'est quand même des signes importants. Donc peut-être que c'est pas le meilleur match, évidemment, d'un point de vue statistique, c'est pas lui qui fait gagner l'équipe, mais dans ce qu'il l'a mis et dans ce qu'il promet, moi je trouve que c'est le match le plus régulier d'Mbappé depuis 2 ans. Est-ce que c'est ce qu'on lui demande à Mbappé? Franchement, moi j'ai eu des discours toute la saison dernière, on me disait je veux jouer neuf. Il n'a pas joué 9 sur ces 2 matchs. Pour moi, il a joué au mieux 10. Il allait il va trop chercher les ballons derrière. Si tu veux marquer les buts, tu te mets devant et tu vas dans la surface. Oui, mais regarde, le match aller, Mbappé, il est 2 minutes dans la surface. Max, est-ce qu'on reprochait à Benzema de faire ça? Mais non, mais le rôle de Benzema, il va chercher les ballons pour les ramener devant. Oui, mais le problème, c'est que il alimente les ailiers et derrière, il est dans la surface. Mbappé, il est jamais dans la surface. Mais là, il ne frappe pas en dehors de la surface. Il faut créer les connexions. Je comprends pas. Le rôle de Mbappé, je comprends pas. Quand t'as Dembélé, Doué et Olysée autour de toi, justement, le danger doit être diversifié pour surprendre la défense. Et quand Mbappé décroche et distribue et crée du danger, mais c'est le capitaine de l'équipe et c'est censé être le numéro 9. Quentin, et on retourne voir Anthony. Et justement, parce qu'un 9 a besoin de statistiques, et pour appuyer Maxime, sur les 14 derniers matchs, Mbappé c'est 2 buts, dont 1 contre la Pologne sur penalty. Donc c'est 1 but dans le jeu en 14 matchs. Oui, ce qui est quand même pas énorme pour un buteur. On avait dit la même chose de Benzema. Oui, pareil, sur 14 matchs. C'est vrai. T'es d'accord, tu as été déçu par Mbappé, Anthony, ou t'es dithyrambique comme notamment Emmanuel?
Non, mais effectivement, la saison passée, moi j'avais tendance à beaucoup critiquer Mbappé sur le fait qu'il redescende au milieu de terrain pour essayer de participer au jeu, alors qu'on l'avait pas connu dans ce rôle-là lors de ses premières années. Et moi j'ai trouvé que sur ce match face à la Croatie, il était vraiment pas mauvais. D'ailleurs, il est au départ sur le deuxième but. Oui. Si on revoit, voilà. C'est lui qui fait la passe à Olysée, qui la centre en retrait pour Dembélé. Il décale Olysée. Donc bon, effectivement, là on l'a moins vu dans la surface, comme le disait Maxime. Même si en première mi-temps, j'ai le souvenir d'une frappe en pivot où il est vraiment à la réception. Il arrive à. Il est pas dans la surface sur le match aller, avant tout. Ça s'est corrigé sur le match retour. Mais qui est-ce que tu voudrais voir arriver dans le groupe France pour le Final Four? Et tu as parlé de Cherki, qui d'autre? À Kliouche, il y en a d'autres que tu voudrais voir arriver? Anthony? Moi, j'aimerais effectivement voir Cherki, parce que là, je pense que ça y est, il a assez confirmé cette saison. Il enchaîne les bonnes prestations. Ébloui avec les espoirs. Voilà, et puis on sait jamais si l'Algérie décide de le récupérer. Donc non, vraiment, il faudrait sécuriser Ryan Cherki, qui est une bonne fois pour toutes. Et puis comme ça, je pense qu'il pourrait prendre sa place dans le groupe France. Effectivement, à Kliouche, qui brille énormément aussi cette saison. Avec Monaco. Et voilà, après, je pense qu'on aura notre groupe de 26. Je pense que ça sera 26 en 2026. Voilà, le groupe, il va se faire petit à petit. Il y a encore quelques retouches à faire. Mais là, je pense que une bonne base. Après, t'es pas à l'abri d'une blessure ou quoi que ce soit. Après, tu jongles, évidemment. Il y a un groupe de 30, je pense. Voilà, ça va être rapidement résolu, je pense. Guy, tu voudrais voir qui appeler? Cherki, c'est une évidence. Et puis, je trouve qu'il a avalé beaucoup de couleuvres, que ce soit à Lyon. Ou en équipe de France. Je trouve qu'il fait preuve d'une patience infinie, ce garçon. Et comme tu dis, l'Algérie lui fait des appels du pied. Il faudrait pas trop tarder à être au moins digne avec lui, quoi. Surtout si on passe à un schéma avec 4 offensifs, de toute façon, t'as besoin d'en avoir sur le banc. Donc on dit t'as Olysée, Dembélé. T'as Barcola, Doué, il t'en faut au moins 2 autres. C'est pour ça que moi je pense à Kliouche et Cherki tout de suite. Boîte d'office, c'est eux que je pense aussi. C'est là que tu fais ta profondeur de banc. Et je rajouterais, que vous n'avez pas encore cité, Ekitike. Moi je prendrais Ekitike pour remplacer Mbappé. Parce que je trouve qu'il fait la meilleure saison de sa vie. Il a 21 ou 22 buts en Allemagne. Alors faut pondérer avec l'Allemagne. Parce que l'Allemagne c'est le champion où tu marques le plus de buts. Mais dans une configuration où tu as besoin où tu veux un avant-centre, et ça peut arriver, comme on avait Giroud, tu vois, sur ce profil-là, il est intéressant. Plutôt qu'un Marcus. Moi j'aime beaucoup ce je pense que Anthony Modeste est un très bon attaquant en Allemagne. Oui. Moi je dis ça. Mais t'as raison. Il y a eu des beaux exemples d'Aubameyang. Alors, les amis, on va passer parce que là, c'est quand même, on connaît la poule. On sera pour se qualifier pour la Coupe du Monde face à l'Ukraine, 25e au classement FIFA, l'Islande 70e, l'Azerbaïdjan 117e. Si on finit 2e de ce groupe, on a encore un rattrapage pour se qualifier. Est-ce qu'on peut déjà prendre les billets d'avion et réserver l'hôtel, Anthony? Oui, je pense que là, on peut les prendre, clairement. Je sais pas si il n'y aura pas Kostadinov ce coup-là pour pas aller aux USA. Comme au Parc des Princes. Non, effectivement. Alors, juste une petite question, Philippe. Est-ce que les matchs face à l'Ukraine à l'extérieur seront joués terrain neutre. Peut-être terrain neutre. D'accord. Oui. Sauf s'il y a la paix d'ici là. Sauf s'il y a la paix d'ici là, puisque c'est à l'automne prochain. Mais là, pour le moment, ils sont prévus sur terrain neutre. Bon voilà, on avait perdu 2-0 là-bas en 2013 au match aller lors du barrage, donc là on n'a pas à s'inquiéter si c'est sur terrain neutre. Et puis j'ai du mal à voir l'Islande ou l'Azerbaïdjan nous embêter. Normalement on peut prendre les billets pour 2026 normalement. T'es d'accord? On peut prendre les billets, Guy? J'ai le souvenir d'un 10-0 ou un 9-0 contre l'Azerbaïdjan. À Auxerre, 10-1 je crois. Ouais. C'est le record de buts de l'équipe de France. On peut prendre les billets d'avion? Si c'est toi qui les prends, Philippe, évidemment qu'on peut les prendre. Surtout que il a dit je connais la poule. Je pensais que tu connaissais les poules, notamment. Parce que j'ai parlé de l'hôtel aussi. À l'ouest parisien. Parce que quand tu mets Ukraine et la poule dans la même phrase, mais voilà. Oui, évidemment que on a a priori pas de raison de s'inquiéter, mais au-delà de ces qualifs, pour finir premier. Il faut finir premier parce que le deuxième joue le barrage, on le rappelle. Il faut que ces matchs, en plus de nous permettre de nous qualifier pour la Coupe du Monde, permettent de mettre en place ceux qui derrière devraient nous mettre en position d'être champion du monde. C'est l'objectif. On va se qualifier, c'est bon. Une Coupe du Monde à 48 équipes, si tu ne te qualifies pas, ça serait... Pareil, Quentin. Oui, je pense qu'on va se qualifier, mais à noter quand même que le groupe de la Croatie est sur le papier peut-être plus facile que le groupe de la France. Il y a qui dedans en fait? Tchéquie, Monténégro, Il Féroé, Gibraltar. Oui, mais ils ont une équipe. Oui, c'est sûr que là. Plus, mais on a Ukraine-Islande quand même qui joue. Mal, hein. Oui. Comment, Tony? Non, pardon, je parlais de la Tchéquie qui est vraiment pas mal. Oui, la Tchéquie est pas mauvaise. Qui brille sur la scène européenne. La Tchéquie est meilleure que les 3 équipes qu'on a dans le groupe. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur, sachant qu'on va jouer l'Azerbaïdjan, que si on se qualifie, on va parler de qualification à Bakou?
Oh non. Bon allez, c'est la fin de l'émission pour ce soir. On finit tôt ce soir. Ouais. On finit mal en plus, c'est dommage. C'était bien, ça partait bien. Non, c'est sûr que c'est quasi plié. Philippe, j'ai une question. La fameuse blague dont tu nous parlais avant l'émission, est-ce que c'est celle-là ou est-ce qu'on doit s'attendre à pire pour la suite? C'était celle-là. C'était celle-là. Bon, mais attention, la Fédération française de la loose a repris la banane à split quand on a perdu du jeudi dernier. Tiens à rappeler quand même. Tu as touché les droits d'auteur, Philippe. T'inspires les plus grands. Merci beaucoup, Anthony. Et puis évidemment, allez les Bleus. Merci, Anthony. On se retrouve tout de suite. Merci avec notre ami Anthony Alexandre Corboz du But Football Club. On va parler de dissolution de clubs de supporters et même d'autodissolution. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment ma langue fourche, Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sena, Quentin Fredon, et c'est l'heure du But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Et toujours l'immense plaisir de retrouver Alexandre Corboz. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Alexandre. c'est un dossier du But Football Club. 2 groupes de supporters stéphanois risquent d'être dissous. Une menace qui fait réagir dans le But Football Club, mais également parmi les clubs de supporters d'un peu partout dans l'Hexagone. Oui, alors il y a eu une conférence de... Alors, je vais recontextualiser un petit peu. À son arrivée, Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, sont directement pris aux supporters des clubs. Il avait au début 5 groupes dans le viseur. Les Magic Fans et Green Angel à Saint-Etienne, les 2 principaux groupes ultra. La Brigade Loire du FC Nantes. Et 2 groupes plus marginaux, des groupuscules. Un groupe néo-nazi à Strasbourg, les Offender, et un groupe plutôt de tendance hooligan, la Légion X du Paris FC. Sauf que depuis, il y a que deux groupes de supporters, les 2 groupes stéphanois, qui ont été convoqués le 1er avril, et c'est pas une blague, par le ministère de l'Intérieur pour s'expliquer. Et si les explications ne sont pas convaincantes, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une dissolution des 2 groupes de supporters et donc la fin de l'ambiance à Geoffroy Guichard. Mais pour s'expliquer sur quoi, Alexandre? Alors, ils sont convoqués par rapport à... On leur reproche, ils ont reçu un courrier avec une dizaine de chefs d'inculpation, entre guillemets, mais en gros, les principales reproches qu'ils essuient, c'est l'envahissement du terrain, il y a 3 ans, lors de la descente en Ligue 2, du match contre Auxerre. Ça, c'est le principal reproche. Et il se trouve que plein de personnes ont déjà été condamnées pour ça. Donc là, ça fait un peu double peine. On s'en reprend au groupe des supporters. Et du coup, aujourd'hui, il y a chez tous les groupes de supporters ultra en France un vrai mouvement de solidarité qui s'est enclenché. L'Association nationale des supporters, l'ANS, a fait une conférence de presse samedi dernier et l'ANS a annoncé, parmi les nombreuses mesures qu'ils envisagent de porter si jamais un groupe est dissous, l'autodissolution à la prochaine assemblée. Donc là, l'autodissolution, ça veut dire tous les groupes de supporters affiliés, chacun leur nom propre, peuvent décider de mettre fin à leurs associations. Et si ça arrive, aujourd'hui, plus de rapport avec les pouvoirs publics, plus de déplacements organisés avec les forces de l'ordre, avec les SLO des clubs, et le chaos total dans les stades. Et on en est là aujourd'hui. Donc, dans une semaine, on est à une bascule au niveau du supporterisme français. C'est une vraie crise au niveau de la Ligue 1 et qui impacte tous les clubs, parce que pour le coup tous les clubs sont solidaires, y compris d'ailleurs c'était surprenant, même s'ils n'ont pas signé la pétition, les Lyonnais avec les Stéphanois, parce que les Lyonnais ont de leur côté fait un communiqué à part parce qu'ils voulaient pas être affiliés aux Stéphanois, mais ils ont aussi dénoncé l'idée de Retailleau. Tous les groupes ultra, les groupes non ultra, parce qu'il y a des groupes de supporters plus neutres. Je pense aux associés supporters de Saint-Etienne, c'est pas des ultras, c'est des supporters lambda, mais tous ces groupes-là ont signé. Donc vraiment, il y a dans le supporterisme français un vent debout contre Bruno Retailleau. Emmanuel, tu veux réagir? C'est vrai que c'est beau parce que les Lyonnais et les Stéphanois sont solidaires, même les Stéphanois et les Nantais avec la Brigade Loire, alors que c'est les clubs rivaux dans les années 70 notamment.
Je trouve que c'est injuste de prendre des sanctions collectives pour répondre à une problématique individuelle. Parce que aujourd'hui, de toute façon, on a les moyens techniques dans les stades, que ce soit les caméras, de tout surveiller. Voilà, tout est surveillé. On a des moyens techniques d'identifier les individus problématiques, et je vais même aller plus loin. Moi, j'ai des amis qui sont ultras dans différents clubs de Ligue 1, et quand je leur dis, est-ce que tu vois un petit peu qui sont les profils qui organisent les bagarres avant ou après les matchs, qui sont un peu border pendant les matchs, ils me disent, ben oui, c'est lui et lui. Donc en fait, aujourd'hui, on sait qui sont les éléments problématiques. Et je pense que ça se fait en 2 temps, le nettoyage. D'abord, au sein même des ultras, dire toi, tu dégages parce que tu n'es pas un supporter de foot et on veut pas que tu sois associé à notre club. Et ensuite, c'est les autorités qui, après avoir ces individus des groupes de supporters, il faut les sortir des stades, donc interdiction de stade. La sanction doit être à la fois de la part des ultras et des autorités, et je trouve que se renvoyer la patate chaude sur un sujet aussi grave, ben c'est pas bien, ça grandit pas les clubs. Et j'ai bien aimé la réponse de Bruno Retailleau, qui a déjà commencé à lâcher un petit peu la Brigade Loire en disant que pour l'instant elle n'est pas concernée par cette dissolution, donc il a mis un peu en stand-by, il a un peu relâché la pression sur la Brigade Loire, et je souhaiterais qu'il fasse de même avec les supporters stéphanois, mais que les supporters stéphanois règlent les problèmes en interne, parce qu'il y en a. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est pourquoi on fait référence à des événements qui se sont passés il y a 3 ans. Il y a des événements tous les dimanches. Donc pourquoi spécifiquement prendre cela à Saint-Étienne alors qu'il y en a eu, je dis, à Nice, à Montpellier, à Marseille, partout. Tout ce qui s'est passé. C'est ce que disent les Stéphanois aussi. Hein. Les Stéphanois le disent assez. Ça fait 3 ans. Mais quel est l'argument de Retailleau là-dessus? Eh ben, l'argument, c'est on sent qu'il ne maîtrise pas son sujet. Lui, il parle de groupes violents. Et les propos. J'ai vu la conférence de presse qu'ils ont organisé, la NS, et j'ai été surpris quand le porte-parole des Green Angels, donc le virage sud, COP virage sud de Saint-Étienne, a lu les propos. Il explique en gros que selon le ministère de l'Intérieur, ils sont vus comme un groupe de supporters, mais pour qui le football n'est plus la priorité, mais plutôt des individus adeptes de la violence. Il était choqué par les propos vraiment tenus, parce que c'est pas ça, c'est vrai. En plus, si à la rigueur ça concernait le bastion strasbourgeois ou là pour le coup c'était des vrais hooligans, mais non, ça concerne un groupe ultra qui est très populaire, qui fait des actions locales, qui fait des collectes de jouets à Noël, des trucs. Enfin voilà, c'est un groupe ultra, c'est pas des enfants de cœur, mais c'est un groupe ultra normal en France. C'est pas un groupe ultra hyper violent, quoi. Problématique. On a l'impression qu'il a voulu marquer son territoire, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de menton qui est justifié. Il arrive et il veut régler ce problème-là. Ça nous pourrit le foot depuis des années, mais on a l'impression que il a pas bossé le dossier, que c'est fait un peu comme ça à la va-vite. C'est un peu bâclé et que c'est pas forcément juste. Oui, mais... je veux dire, quand il y a des choses, comme dit Emmanuel, on les identifie relativement bien. Il suffit d'approfondir les enquêtes et on peut parfaitement identifier les meneurs. Tous les mecs appellent, par exemple, les joueurs à venir à Canossa à la fin des matchs, s'excuser, le mec faire mea culpa, etc. Bon, enfin voilà, tous ces types malsains. Il y a 3 ans, il y a eu des interpellations, il y a eu des personnes condamnées, il faut le préciser. Oui, à Saint-Étienne, oui. Bien sûr. C'est ça, donc pour le coup, c'est la double lame, c'est la double lame, et surtout c'est une lame collective, et puis c'est ce qui pose problème, parce que Saint-Étienne, depuis 3 ans, à l'exception de quelques fumigènes, c'est clean. Mais le problème, Alexandre, juste pour revenir sur ce que disait Guy, c'est ce que tu dis aussi, c'est que moi c'est le manque de nuances qui me dérange, parce que le mot hooligan qui a été sorti, tout de suite c'est, mais attends, on n'est pas dans l'Angleterre des années 90, on n'est pas des hooligans. On n'est pas au Ezel. La différence, c'est qu'il n'y a pas des groupes d'hooligans en France, mais il y a des individus qui se comportent comme des hooligans. Donc je trouve que le mot hooligan, il a du sens sur ces individus qu'on doit cibler. Mais en effet, là où tu as raison, Guy, c'est que Bruno Retailleau fait une sortie politique, il veut marquer les esprits, et il sort le mot hooligan parce ça doit lui évoquer quelque chose, et il se dit ça va être marquant de parler de ça. Mais balayer d'un revers de la main en disant mais non, il n'y a pas d'hooligan, c'est pas ce que tu dis. Hein. Mais certains disent c'est Retailleau qui veut faire un coup de politique. Il y a une question d'hooliganisme, mais c'est individuel, c'est pas collectif, c'est pas les groupes d'ultra qui sont hooligans. Donnez à manger à vos enfants, Alexandre. Je les entends derrière.
Alexandre, il y a Maxime qui veut te poser une question, qui est en train d'écrire un livre à 4 mains avec Quentin. C'est une thèse. Le hooliganisme en National 2, mythe ou réalité? Maxime. Alors, tu rigoles, mais on subit des matchs à huis clos en National 2 aussi. Oui. Est-ce qu'il y a... Il y a une différence ou pas? Non, on perd toujours. C'est ça le problème. Non, moi, la question que je veux vous poser à tous d'ailleurs autour de la table, est-ce qu'on veut des stades morts en France? Est-ce qu'en plus d'avoir un niveau de jeu assez faible en France, regarde, les stades anglais se sont totalement aseptisés. Oui, bien sûr. Non, mais le groupe qui pose problème, c'est-à-dire que les Offenders, par exemple, ou à Lyon, ce qui était la Mezza Lyon, le groupe ouvertement néo-nazi, c'est pas. Il y a toujours des extrémistes. Il y a toujours. Ouais, là, c'est logique qu'on les dissolve. Mais bien sûr. Ouais, et puis ce qui s'est passé aussi au Parc des Princes. Mais regardez le Parc des Princes maintenant. Mais ce qui est vrai, Maxime, c'est que en fait, il faut être. C'est un schéma. Si on dissout un groupe d'ultra, on dissout du coup les porte-paroles de ces groupes, et donc tu n'as plus d'interlocuteur pour t'adresser aux supporters à la tribune. Ce qui fait que si tu tu dissous l'assemblée, j'allais dire, tu dissous le groupe d'ultra, tu n'as plus de représentant de ta tribune, tu n'as plus d'interlocuteur dans ta tribune. Au Parc des Princes, t'as dissous le club Boulogne, il restait Auteuil, et Auteuil est devenu l'interlocuteur du club. C'est ça. Donc, d'ailleurs, maintenant, le Boulogne, le Saint-Cloud revit à nouveau. Ouais, mais pendant 10 ans, t'as rien eu. Ils survendaient les places pour les touristes, tu vois, tu payais 110 balles ta place pour être en virage, donc en fait, c'est devenu un truc mort en termes d'ambiance, et où tu payais autant qu'en tribune honneur. Donc, non, mais même sans interlocuteur ou quoi que ce soit, et il faut de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ce que demande la NS aussi, une individualisation des peines. Ouais, bien c'est sûr. pas compliqué. Au lieu de faire des matchs à huis clos, au lieu de dissoudre des groupes, les groupes ultras, c'est ce qui fait vivre les tribunes et ce qui fait vivre les stades en France. C'est ce qui fait ton ambiance. C'est ce qui fait que la LFP vend le championnat à tel ou tel prix à l'étranger également, et même en France. Tu peux pas faire ta pub tous les week-ends sur l'ambiance qu'il y a dans les stades en Ligue 1, sur les images des tifos, sur les images que peut y avoir aussi avec les engins pyrotechniques qui sont aussi combattus, et pourtant t'en fais la promo, et derrière dire non, c'est pas possible. Qui combat les tifos? Qui combat les tifos? Qu'est-ce que ça veut dire? Même les Gaunes à Lyon, ils mettent une ambiance géniale. Mais non, il n'y a jamais eu de problème. Enfin, comme tu dis, c'est un groupe minoritaire, les ultras, ceux qui se donnent rendez-vous pour se friter sur les parkings et tout ça. Mais il n'y a jamais eu de problème. Enfin, personne ne demande. Il y a des tribunes fermées sur des engins pyrotechniques utilisés, mais t'en fais ta pub quand tu essaies de vendre ton championnat. Mais si tu regardes aujourd'hui les supporters, c'est plus devenu un poids pour les droits télé. C'est-à-dire qu'ils disent, mais attends, mais si on se fait caillasser Bein, qui se fait caillasser ses cars régis par les supporters, ou alors quand les mecs envahissent le terrain et autres. Non, mais ce que je veux dire, t'as raison. En théorie, t'as raison. En pratique, aujourd'hui, les diffuseurs télé sont plus inquiets. C'est un problème de compréhension du monde du supporterisme et du monde des ultras par les autorités, je pense. Alors il y a un pas à faire de chaque côté, mais tu peux pas punir ce que tu vends. Je voudrais vous faire réagir sur autre chose. Il nous reste 1 minute 20. Michel Platini qui a été définitivement blanchi par les tribunaux. Guy Carlier, est-ce que c'est pas un immense gâchis? Oui, ce qui est gênant, c'est que calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et pour Platini, il est déclaré innocent. Oui. Mais voilà, il était quand même dans le business, dans le fric, il était devenu gros par-dessus, et on revient au rêve des enfants, c'était un peu chiant, quoi, par rapport à l'image. Moi, j'aurais bien aimé qu'il garde dans nos esprits l'image de ce qu'il était avant d'avoir un gros ventre. Celui qui brandissait la Coupe d'Europe des Nations en 84. Il a été associé à Sepp Blatter, ce qui ne l'a pas aidé. Et moi j'aimerais qu'on respecte peut-être plus globalement la présomption d'innocence, pas que dans ce cas-là, et que ceux qui ont mis autant d'énergie à salir son nom la mettent à la réhabilité, ce serait une bonne chose. Merci beaucoup à vous tous, on n'a plus le temps de réagir. Merci à toi Alexandre Corboz. Merci à vous. Et on se retrouve bien évidemment toujours avec un immense plaisir avec le But Football Club. Merci Guy, merci Emmanuel, merci Maxime, merci Quentin. Dans quelques instants, les clés d'une vie, Jacques Pessis reçoit une actrice qu'on aime beaucoup, Soit Damidou. Restez bien avec nous sur Sud Radio.